Salut à tous et bienvenue sur Campus Channel. Ce live est consacré à l'Executive MBA de Audencia Nantes, ça y est je vais le rater, Audencia Nantes, école de management. C'est un moment unique, vous allez pouvoir poser toutes vos questions de manière franche, directe, sans tabou et juger de l'intérêt, pour vous, de l'IMBA de Audencia Nantes. C'est du live, c'est vous qui avez le pouvoir, à vous de faire passer l'oral à Audencia. Christian Monard, vous êtes le directeur de l'Executive MBA, vous êtes également professeur associé responsable de la majeure contrôle de gestion et audit à Audencia. Bonjour. Exactement, bonjour. Nicolas Lecomte, vous êtes diplômé 2013 de l'IMBA. Bonjour. Bonjour. On vous laisse, messieurs, 2 minutes pour présenter le programme. C'est le speech. Christian, c'est à vous. Bonjour à tous, donc quelques mots pour vous présenter le programme Audencia Nantes Executive MBA. Donc c'est un programme qui existe à Nantes depuis une dizaine d'années maintenant, parce qu'on est peut-être à la 11e promotion, sauf erreur de ma part. Et c'est un programme surtout qui va énormément évoluer pour l'année à venir, à partir de la rentrée 2015, c'est-à-dire février-mars 2015, puisqu'en fait on va se développer et se déployer à Paris aussi. Donc c'est un programme qui sera à la fois localisé à Nantes et à Paris, et qui aura un tronc commun qui sera délivré de la manière homogène à Nantes et à Paris. Et ensuite 3 spécialisations. Une spécialisation qui sera nantaise, qui est une spécialisation qui sera dédiée plutôt aux compétences stratégiques et de leadership. Et 2 spécialisations qui seront à Paris. Une qui sera dédiée à la Silver Economy, c'est-à-dire à l'ensemble de l'économie et des évolutions économiques qui sont liées au vieillissement d'un côté, et donc notamment permettre de développer des cadres qui soient spécialisés sur le marché des personnes âgées. Et une autre spécialisation qui sera dédiée plutôt à l'innovation, innovation technologique, mais même innovation dans sa globalité, et business development, c'est-à-dire comment on passe de l'idée au marché. Ce sont les grands enjeux. Donc du coup, pour résumer en quelques mots, on a un seul et même programme, puisque ce sera le seul et même programme, avec un tronc commun, 3 spécialisations, 2 localisations pour délivrer ce programme, et donc 3 spécialisations. Donc si on doit garder quelque chose, c'est un programme, 2 campus et 3 spécialisations. On aura l'occasion d'en parler. Nicolas, vous voulez ajouter un mot sur, alors j'allais dire sur vous en fait, sur ce que vous faisiez avant, ce que vous faites maintenant, est-ce qu'il y a eu des changements? Oui, tout à fait. Donc Nicolas Lecomte, je suis directeur commercial et marketing de Nomosphère, qui est un opérateur télécom spécialisé dans le Wi-Fi aujourd'hui au niveau international. Donc avant, j'avais une fonction responsable marketing, donc quelque chose de très spécifique et très ciblé. J'ai souhaité, au milieu de ma carrière, on va dire, prendre un virage international d'une part, et un virage de management d'une unité complète qui s'étend aujourd'hui au commercial, marketing et à la stratégie, ça sur un niveau international en fait. Donc le MBA m'a apporté, on y reviendra tout à l'heure, toutes les matières et les compétences qui me manquaient dans ma fonction précédente pour prendre cette fonction. Très bien, on va en parler. Messieurs, vous connaissez les règles du jeu, on passe au face-à-face. Dernier manche. 15 ans. Mon rôle va être d'appuyer vos questions pour que l'heure passée ensemble soit un véritable outil de décision pour vous, mais c'est bien vous qui posez les questions, et c'est maintenant. Première question. Comment est organisé le cursus? Les spécialisations ont-elles nécessairement lieu à la fin des 18 mois? Car je crois comprendre que la majeure innovation est à Paris uniquement. J'aimerais pouvoir visualiser quelle partie des enseignements se passe à Paris. Alors, comme je le disais, mais je vais le repréciser justement, et sur l'organisation du programme, il y aura en gros 60% du programme qui sera dédié au tronc commun, donc qui sera délivré à la fois à Nantes et à la fois à Paris. Sans le tour des 2 côtés. Donc des 2 côtés, et donc il y aura 2 promotions, une qui sera basée à Nantes et une qui sera basée à Paris, et qui aura, en fonction de calendrier d'avancement, le même parcours pendant 60% du programme. On se rencontre un petit peu quand même entre les deux? Oui, il y aura des rencontres qui seront organisées, il y aura à la fois des déplacements de Paris vers Nantes et de Nantes vers Paris, et puis surtout il y a 2 séminaires à l'international, dont un qui restera généraliste. On en parlera. Et donc voilà, on évoquera ça tout à l'heure. Et ensuite, donc du coup, il y aura le 40% du programme qui sera dédié à la spécialisation. Donc une spécialisation qui est nantaise, qui est la spécialisation leadership et stratégie, et les 2 spécialisations parisiennes qui sont innovation, business développement d'un côté, et donc... Comment ça se passe? Donc ça veut dire que 60% en fait des 18 mois se passent là où on a commencé, oui. Et ensuite
on En bouge fonction de la en fonction de spécialisation, la on peut spécialisation. bouger. Donc Exactement. en fait, je veux dire, c'est pas la spécialisation ne nous suit pas tout du long du cursus, c'est Non. vraiment à la fin que ça se passe. Ouais, exactement. Donc en gros, globalement, en termes de mois, ça fait quoi? Ça fait en gros la première année. En gros, un peu moins de la première année qui est dédiée au tronc commun. D'accord. Et à partir, on va dire, puisqu'on va démarrer en début d'année, globalement 2015, et à partir du dernier trimestre, là, on passera dans la spécialisation. Ok, donc en fait, il y a deux groupes, il y en a un à Paris, un à Nantes, et en Exactement. fait, au bout donc des 60%, donc environ un peu moins d'un an, là pour le coup, les groupes sont mélangés. Tout à fait. Ok. Les groupes peuvent être mélangés. Donc du coup, on peut démarrer à Nantes et ensuite aller à Paris, comme on peut démarrer à Paris et ensuite aller à Nantes. Voilà. Toutes les configurations sont possibles. On fait un tout petit point rapidement sur les trois spécialisations. Mhm. Est-ce qu'il y a des choses qu'on doit savoir particulières? On en reparlera, hein, mais c'est vraiment... Alors, la spécialisation, donc leadership et stratégie, correspond peu ou prou à l'existant déjà du programme, et on insiste beaucoup sur les compétences stratégiques, c'est-à-dire la capacité à interconnecter l'ensemble des problématiques, et aussi au savoir-être. donc ça, c'est qui sont le liés aussi. programme classique. Ça, c'est le entre programme guillemets. classique, donc Ok. on a rebaptisé, et on va remettre Donc il un peu reste à l'accent. Nantes parce qu'il existait à Il Nantes. reste à Nantes parce qu'il existait à Nantes. Sur les deux autres spécialisations, donc Silver Economy, on va travailler à la fois sur des questions de stratégie, c'est-à-dire comprendre le marché de la Silver Economy, comprendre le fait vieillissement de manière générale, sur des questions de marketing, parce qu'il y a des enjeux de marketing très très forts, sur des questions d'innovation aussi, parce qu'il faut créer des nouveaux produits, des nouveaux services, interconnecter tout ça, sur des questions aussi de compréhension des politiques publiques, ça c'est pour la Silver Economy, et sur l'aspect innovation, business développement, donc on travaillera à la fois sur des questions d'innovation, sur des questions de compétences aussi personnelles pour développer et porter une idée et porter un projet, sur des questions aussi de stratégie, parce que c'est extrêmement important, de qualifier son modèle économique, etc. On a accès aux cours de la spécialisation d'à côté ou pas? Je veux dire, s'il y a un tel séminaire par exemple qui m'intéresse particulièrement, Oui. je viens vous voir, Christian, Oui. je vous dis, il y a ça qui m'intéresse, j'ai envie d'y aller, ça se joue. On va s'organiser dans une logique de modularité, ce qui permettra, en fonction évidemment des plannings et des disponibilités des uns des autres, certes- de glisser de l'un à l'autre. Telle manière, il y a un peu un système à la carte dans le sens où on peut un peu choisir les choses qui nous plaisent d'une certaine manière. On va dire qu'il y a un système à la carte, mais balisé. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a un parcours, il y a un chemin qui est tracé, mais ça n'interdit pas de faire des petits détours. Question suivante. Pouvez-vous nous décrire en détail le processus de sélection, s'il vous plaît? Quel niveau d'anglais est requis? Comment est-il évalué lors de la sélection? Aussi, croyez-vous réellement à l'utilité, la pertinence et l'adaptation du Taj-Maj aux tests similaires pour intégrer un EMBA? Alors, peut-être... rapidement sur la question du Taj-Maj et sur... Vous demandez ce genre de choses? Oui, dans le processus. Alors, je vais laisser peut-être la parole à Nicolas qui a vécu la sélection, donc Bien sûr. il pourra la rappeler. Et en effet, je répondrai plutôt sur la question du Taj-Maj. Peut-être Nicolas. D'accord, donc le processus de sélection. Donc déjà, on explique en détail qui on est, ce qu'on a fait et ce qu'on veut faire. Je pense Alors, que la... certes, je pense que tout le monde arrive à peu près à visualiser ce que c'est Voilà. qu'un processus de sélection classique, Ouais. etc. Donc, mais est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de spécifique qu'on doit savoir? Vous, votre expérience, Nicolas, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil pour quelqu'un qui veut intégrer le MBA Audencia? À quoi il faut faire attention? Donc, je pense que la majeure, c'est d'avoir une vraie motivation, parce que c'est quelque chose d'exigeant. On passe beaucoup de temps à apprendre. Il y a des déplacements internationaux, il y a quelques centaines d'heures de travail approfondi. Ça veut dire quoi le conseil que vous nous Donc donnez? le conseil, c'est vraiment de faire déjà un bilan de ce qu'on veut faire à l'avenir et d'être sûr de sa motivation en fait. D'accord, donc on s'assoit sur une chaise et on travaille tout seul pour savoir si on est assez motivé pour faire ça. Première étape, est-ce qu'on veut vraiment le faire? Ok. Et quels sont les aboutissants qu'il y aura demain? Qu'est-ce qui va Donc ça veut dire quoi? Projet bien précis? Projet bien précis ou volonté d'évoluer? Après, on définit son projet au fil de l'eau, mais voilà, faut avoir un vrai souhait d'évolution, ce qui était mon cas. Certes, enfin, c'est assez logique. Christian, c'est vraiment nécessaire de savoir exactement où on veut aller, ou le simple fait d'avoir envie, si on sent par exemple qu'on est un peu à un temps mort de sa carrière et on se dit voilà, j'ai envie de mettre un coup de boost, est-ce Voilà. que ça peut suffire comme C'est plus motivation? ça, savoir où on va, pas nécessairement, puisque justement plus ça, l'idée ouais. du MBA, c'est aussi de pouvoir ouvrir et donner des accès Tout à fait. à des champs sur lesquels on n'était pas qualifié, on ne se sentait pas qualifié au début. Donc, Donc, l'idée- est-ce que je peux venir vous voir en disant ça? Je viens vous voir, Oui, Christian, oui, je vous oui, dis oui, écoutez, ça moi je pose- sens ça juste pose qu'en aucun ce moment souci. ça patine un petit peu, je Je vais peut-être rappeler justement pour répondre précisément le processus de recrutement. Il se fait en 3 temps. Il y a un premier temps d'échange avec nous pour expliquer ce qu'est le programme et échanger sur le projet. Et on propose aussi aux futurs participants de pouvoir échanger avec des anciens, comme Nicolas par exemple ou d'autres. Donc il y a pour des pouvoir événements qui sont échanger. organisés, des masses. Donc, non, c'est pas des événements, là c'est plutôt de la relation directe et on leur donne des noms, des profils et des adresses, des numéros de téléphone pour pouvoir contacter des anciens s'ils le souhaitent. Ça c'est le premier temps qui est plus un temps d'échange. Ensuite on a un deuxième temps dans lequel on intègre le Taj-Maj et donc un certain nombre d'exercices pour qualifier, je dirais, les capacités intellectuelles, même si on n'a pas de doute, mais ça vaut quand même la peine de les rappeler. Très rapidement, est-ce que vous avez un niveau d'études particulier? Je dirais, est-ce que si on n'a pas de master, est-ce que ça se joue par exemple? Le niveau d'études, a priori, normalement, c'est
master, Ok. bac plus 4, mais il y a des possibilités de validation des acquis de l'expérience. Donc on a un certain nombre de participants qui rentrent J'ai qu'une avec- licence ou une maîtrise, mais ça peut passer, quoi. même avec des BTS ou des Ok. DUT, ça peut passer, et on en a, et qui se conduisent très très bien dans l'exercice du MBA, et il n'y a pas de... il y a pas Plutôt de- rassuré. Voilà. Et donc, par contre, on demande évidemment un petit exercice un peu particulier pour cette validation des acquis de l'expérience. Mais voilà, ça se passe bien. Il y avait la question sur l'anglais. Oui. Donc, il n'y a pas besoin d'être anglophone et d'avoir travaillé en anglais pour pouvoir le faire. Il y a un certain nombre de cours, notamment dans le cadre des échanges à l'étranger, qui sont en anglais. Mais là, encore une fois, il y a des gens qui ont des très grandes facilités avec l'anglais parce que c'est leur langue quasi maternelle, ou en tout cas le travail quotidien. D'autres qui l'ont pas. Voilà, entre les si on n'est pas personnes, complètement bilingue, etc., si on a d'autres Ça- atouts à faire valoir, c'est pas bloquant, quoi. ça pose pas de souci. Ok, bien, juste vous, Christian, le truc qui vraiment vous plaît, en fait, c'est-à-dire, le premier truc que vous regardez dans un dossier, vous, c'est quoi qui va attirer votre... C'est quoi pour vous le candidat qui vraiment a sa chance de rentrer? À quoi il faut faire attention? Le candidat à quoi- qui a sa chance de rentrer, alors c'est pas un, je dirais deux éléments. Il y a un premier élément, c'est la motivation, la volonté, Certes. comme l'évoquait Bon, on en a Nicolas. parlé. Ça, c'est un point central. Le deuxième élément, c'est qu'il ait bien balisé le terrain en amont, c'est auprès de son entreprise et auprès de son environnement Ça, vous familial. êtes attentif à ça, pour le Oui, coup, de pas oui, venir un peu, oui. j'allais dire, les mains dans les poches, c'est-à-dire vraiment Exactement. savoir éventuellement déjà comment il va se financer, etc. C'est un programme de 18 mois, c'est un programme qui est sollicitant, alors financièrement sollicitant, mais aussi intellectuellement et en matière de temps, de charge qui est sollicitant. Il y a des week-ends, il y a des nocturnes, il y a du travail pendant les vacances. Si vous le faites contre votre entreprise et contre votre famille, ça ne peut pas passer. Ça ne va pas. Et les échecs qu'on a eus sont toujours liés à Donc cette vous voulez problématique-là. entendre que, un, l'entreprise est d'accord, deux, la On famille a est d'accord. préparé, ouais, exactement. Question suivante. Pouvez-vous nous dire sincèrement combien de candidats vous avez pour une promotion de 20 étudiants? La question est simple, Mhm. rapide. Vous avez combien de personnes qui postulent pour... Pour Je- 20 étudiants, Ouais. on va avoir une petite quarantaine D'accord. qui demandent, Mhm. qui nous contactent. Là-dedans, il y en a certains qui ne poursuivent pas, tout simplement, soit parce qu'ils ont fait sur différents MBA puis ils en choisissent d'autres, hein, c'est D'accord. évidemment le jeu, soit parce qu'ils considèrent que justement les conditions familiales ou d'entreprise ne sont pas là pour pouvoir le faire, et puis il y en a quelques-uns qu'on filtre, entre guillemets. L'idée n'est pas de faire une sélection, on n'est pas dans un programme grande école, entre guillemets, on ne filtre pas. Donc, je veux dire, a priori, l'entrée. quelqu'un qui a la motivation, qui a l'accord de son entreprise, de sa famille, et qui a un niveau scolaire, qui sait s'exprimer en français, etc., Exactement. ça passe, il n'y a Ça aucune passe. raison de s'en faire ou quoi que ce soit. Tout à fait. À titre d'exemple, cette année, on a intégré un étudiant qui n'avait que le niveau bac et une très belle carrière professionnelle et qui est diplômé, enfin qui va être diplômé puisque la diplomation est dans quelques semaines et ça n'a posé aucun souci. Question suivante. Elle va venir, la voici. Est-il possible de faire le programme entièrement à Paris? Oui. On a abordé la question, donc si on est dans le premier groupe, enfin dans le groupe parisien et qu'on continue sur soit Silver Economy, soit Innovation, On le peut fera faire totalement à intégralement à Paris. Exactement. question sur la flexibilité. Si par exemple je rate un cours à Paris, donc par exemple un week-end, je suis absent, ou même deux week-ends parce que j'ai des obligations professionnelles, est-ce que je vais trouver les mêmes cours à Nantes et je vais pouvoir aller les suivre? Oui. Est-ce que ça peut se faire ou pas? Tout pourra se faire, bien évidemment. Après, c'est juste une question de logistique et de synchronisation des temps. Cela dit, déjà à Nantes, il y a des gens qui, pour des raisons justement professionnelles ou de déplacement, etc., ont eu à louper quelques cours. Et il y a toujours des logiques de rattrapage. Là, peut-être, je te laisse la parole. Il y a si une tu as logique de des rattrapage, exemples. donc on peut aller suivre les cours. Complètement. Donc, ce que j'ai aussi apprécié, pas pour moi, mais pour des collègues qui ont eu des retards au cours de cursus et qui ont pu même aller jusqu'à étaler le cursus sur 2 exercices. Hein. Donc, il y avait une vraie flexibilité de la part d'Audencia à ce propos-là, en fait. Il y avait déjà des exécutifs MBA à Paris. Pourquoi en créer un supplémentaire? Étiez-vous indispensable? Ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question, c'est une excellente question. Oui, il y a déjà des exécutifs MBA. évidemment. Être indispensable, personne n'est indispensable, je dirais Certes. de manière générale. Bon, vous comprenez le sens de la question, je veux dire, Tout à c'est fait. pas- Non, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est justement pas arriver avec un exécutif MBA Audencia Nantes à Paris, généraliste, entre guillemets, parce qu'on savait qu'on n'apportait aucune valeur ajoutée. D'accord. Donc on a souhaité aller avec ces 2 spécialisations, sur des spécialisations qui aujourd'hui ne sont pas couvertes par des exécutifs MBA. Il n'y en a pas en Silver Economy. Il y a des formations plus spécifiques sur les aspects d'innovation, excusez-moi, d'innovation et de business développement, mais pas au niveau exécutif MBA. Donc on est arrivé justement, et notre carte particulière, c'est bien cette problématique-là. Là où par contre on a une carte à jouer, c'est que Nantes et Audencia Nantes s'est toujours positionné dans une logique où on est capable à la fois de travailler sur les questions managériales, mais aussi d'intégrer ces questions managériales dans des problématiques sociologiques.
Alors, qu'est-ce que vous voulez dire sociale. Qu'est-ce que vous voulez dire problématique parce que... Par exemple, problématique sociale, un fait social, c'est le vieillissement. Le Ok, vieillissement bien. n'est pas qu'une question à traiter par les pouvoirs publics, c'est aussi une question qui peut être traitée par les entreprises. Très Et concrètement, donc, comment est-ce que vous abordez ça dans l'information? comment on va aborder ça dans l'information? On va aborder ça à travers la question du marketing. Comment on parle aux personnes âgées, comment on vend aux personnes âgées. Je crois que vous avez quelque chose de vraiment spécifique là pour le coup qu'on retrouve nulle part ailleurs. Oui, oui, il y a des questions. Il y a pas de réponse absolue en la matière. Par contre, il y a des questions qui sont à poser. Il y a des expériences et à force d'analyser ces expériences, on peut exercer justement son regard et sa réflexion par rapport à ça. Il y a des questions sur l'interface entre les stratégies d'entreprise et les stratégies ou les orientations de politique publique. Comment on comprend une politique publique, comment on peut s'appuyer, comment on peut la relayer dans son entreprise, comment on trouve des financements, etc. Donc Alors, là, ce sont des je crois qu'on questions- comprend ce sont des vraiment bien la questions différence géographique spécifiques. d'une part quand on est à Audencia, je veux dire, à Nantes c'est Nantes, quand on est à Paris vous avez un créneau qui est particulier pour les spécialisations et pour le reste du cursus 60% qui reste quand même généraliste. Qu'est-ce qui fait votre différence avec les autres? Je veux dire si j'ai le choix entre... D'ailleurs la question s'est posée pour vous Nicolas? Tout à fait, oui. J'imagine que vous avez hésité entre MBA et vous avez pas... Là, j'ai fait un petit benchmarking sur Oui. une dizaine de MBA. Comment vous en êtes arrivé à, Tout à fait. à Audencia? Donc il y a eu des considérations de qualité de notation. Comme beaucoup de gens, j'ai regardé le ranking de l'exec MBA Audencia, qui est particulièrement bien placé. Il se trouve que c'était également à 2 heures de chez moi. Donc c'était aussi une considération géographique. Et la troisième chose, parce qu'il y en avait un aussi qui était plus près de chez moi, à Rennes par exemple. Oui, c'est vrai que Audencia... Celui ça de c'est la Nantes, question voilà, géographique. celui de Nantes m'a paru vraiment m'apporter le contenu que j'attendais. Une organisation des enseignements d'un point de vue calendaire qui était parfait. Et avec un ranking qui était vraiment Alors le très, ranking, très bon. c'est vrai que le ranking est bon, mais il y en a des meilleurs aussi dans le Voilà, ranking. il y en a des Donc, meilleurs, il y en a aussi qui coûtent 3 fois plus cher. Certes. Il y a aussi des considérations financières. Donc voilà, c'est un ensemble de choses qui font que, pour moi, Audencia Nantes, c'était vraiment la bonne formule. En termes d'esprit, Voilà. c'est-à-dire en termes de ce qu'on va apprendre vraiment, votre rapport au business, est-ce qu'il y a des choses que vous faites différemment ou est-ce que somme toute vous faites un programme assez classique qui se positionne parmi les autres et puis voilà, il y en a certains qui viennent, d'autres qui viennent pas. On peut répondre un peu oui et non de chaque Oui. côté. Oui, on fait un programme assez classique, tout simplement parce que Executive MBA ou MBA, c'est une marque avec un cadre, avec des accréditations, et donc il faut les respecter. Donc on balaye, comme demande des accréditations, l'ensemble des champs du management, et là-dessus on développe des Donc pratiques. pour avoir et des- juste parenthèse, pour avoir l'accréditation IMBA, etc., il faut passer par le marketing, Oui. passer par la finance, etc. Voilà, exactement. Ça fait partie du tronc commun de MBA. Pour avoir l'accréditation notamment de l'AMBA, dont on bénéficie, il faut avoir ça. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas faire Et un maintenant, MBA votre qui est touche personnelle. dédié. Alors, notre touche personnelle, c'est une touche qui est une attention très forte. Nicolas l'évoquait tout à l'heure sur la modularité, sur l'adaptation du programme aux personnes et la capacité à accompagner les personnes tout au long de la démarche. Concrètement, sur leur accompagner les logistique. personnes, ça veut dire concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, accompagner les personnes, ça peut se faire sur 3 dimensions. Déjà, la première dimension, c'est d'essayer de faire en sorte que le programme, dans son organisation temporelle et dans sa capacité de glisser d'un cours à un autre, etc., puisse être faite par rapport aux sollicitations professionnelles, aux sollicitations personnelles. Donc là, on est attentif à cette dimension-là. On l'évoquait tout à l'heure, ouais. Deuxième dimension, c'est que dans tous les MBA, et dans notre MBA particulièrement, on met une attention très particulière sur la conduite d'un projet personnel qui est accompagné tout au long de la démarche, tout au long des 18 mois, donc avec un séquençage très précis, qui va se renforcer justement par rapport aux spécialisations. Et donc là, les participants sont accompagnés par un professeur d'Audencia, lié à la problématique qu'ils ont pu aborder. Et puis, troisième dimension, c'est aussi, on est très attentif à la cohésion du groupe. Donc c'est un groupe qui se suit pendant 18 mois, au sein duquel se créent des amitiés fortes, mais au sein duquel aussi peuvent se créer des tensions. On est très attentif à cette logique-là. Concrètement, qu'est-ce que vous faites, Christian? Donc En fait, je sais pas, vous les observez au microscope pour voir un petit peu, vous faites une petite analyse sociologique. On est attentif, je dirais de manière générale, l'ensemble des personnes qui participent avec moi à l'encadrement du programme, on est attentif à ces éléments-là. On veille en tout cas à ce que ça se passe bien. Ça, c'est une attention qui est classique et je dirais traditionnelle. Il y a un certain nombre d'événements qui sont faits. Donc des petits déjeuners, des pots, des éléments comme ça. Et puis il y a des temps forts qui sont les séminaires à l'international, où là il y a vraiment une cohésion. Quel projet faut-il avoir pour maximiser le retour sur investissement de l'IMBA? Je souhaiterais passer à la direction de Business Unit. Avez-vous des modules spécifiquement pensés pour? Alors quel projet faut-il avoir pour maximiser le retour sur l'investissement de l'executive MBA? On a commencé à l'aborder tout à l'heure. Le premier projet, c'est déjà d'avoir envie de développer sa carrière. Et pour développer sa carrière, c'est-à-dire le fait de se dire qu'on ne se suffit plus de son savoir initial, je dirais. On vient d'une école d'ingénieur, par exemple, et on voit les limites, entre guillemets, Certes. Donc, de son a priori, ce que vous dites, c'est quand on arrive à un temps un petit peu mort, etc., dans sa carrière, c'est plutôt bon signe quand on vient vous voir à ce moment-là. Oui.
Ok, donc je veux dire, c'est normal de ressentir à un moment un ralentissement ou quelque chose. Ralentissement, en tout cas, une envie Envie de changer quelque chose. Envie de changer quelque chose et envie de s'ouvrir. C'est-à-dire, je pense que ce qui qualifie toutes les personnes qui participent au MBA en amont, c'est le fait de se dire j'ai envie d'ouvrir la boîte dans laquelle je suis, le système dans lequel je suis, j'ai envie de comprendre des choses que je ne comprends pas jusqu'à maintenant, ou je les perçois de manière intuitive, mais je n'ai pas les outils pour les développer. Donc ça, c'est le point central. Après, quel projet? Il n'y a pas un seul projet. Il n'y a pas le projet de sortir dans son entreprise, de se développer au sein de son entreprise. Généralement, c'est quoi qui se passe d'ailleurs? Généralement, vos anciens participants, ils font quoi? Ils changent de boîte avec une évolution, pas nécessairement. Et puis ça, alors là, ça dépend vraiment des parcours et des promotions. Généralement, par contre, tout le monde connaît, enfin la plupart des gens connaissent en développement de carrière, très rapidement derrière. C'est plutôt rassurant aussi. C'est plutôt rassurant. Même certains, par exemple dans la promotion actuelle, et on en a eu sur une vingtaine d'étudiants, on a eu quasiment la moitié, qui ont connu une évolution de carrière pendant le MBA. C'est-à-dire qu'ils ont connu soit une mobilisation sur des gros projets au sein de leur entreprise, soit carrément une évolution, enfin une promotion en rang de directeur au sein de leur entreprise. Comment ça s'est passé pour vous, Nicolas? Donc moi, clairement, comme je vous disais tout à l'heure, je souhaitais passer d'une fonction très segmentée, en fait, spécialiste marketing, vers une fonction de management, développement international et gestion d'une équipe multidisciplinaire et multifonctionnelle. Et donc ce MBA m'a permis vraiment, comme disait Christian tout à l'heure, une ouverture d'esprit et de compétences et de capacité à discuter avec différentes typologies de public maintenant. Mais je veux dire, est-ce qu'il vous a appris les savoirs techniques que vous n'aviez pas avant? Tout à fait. Est-ce que c'était des simplement une ouverture et un peu de recul et profiter de un an pour... Pas du tout que ça, effectivement des process, une méthodologie, des outils, des vraies connaissances. On peut prendre un exemple, quelqu'un qui est ingénieur, spécialiste ou spécialiste marketing, ne saura pas forcément faire une analyse financière et gérer une business unit. Voilà, ce MBA permet d'élargir, mais vraiment de façon concrète, à des fonctions de management et de direction de business unit, par exemple, comme était posée la question. Donc le retour sur investissement? Le retour sur investissement, typiquement, c'est idéal en courant de carrière, plus ou moins milieu de carrière, pour évoluer vers des postes qui vont vous permettre de prendre une stature internationale, on peut dire, et d'être face à face avec des concurrents en termes de job, qu'ils soient asiatiques, américains ou autres en fait. Globalement, vos camarades diplômés 2013, voilà. Ils ont vu quel genre d'évolution? Il s'agit juste d'évolution de carrière, évolution salariale, est-ce qu'on peut mettre des chiffres là-dessus? Oui, non? Typiquement, je dirais oui, 20 à 30% par exemple, si on est purement financier, sur des évolutions de postes. En termes de localisation du poste, une ouverture vers l'international, la capacité par exemple à prendre une direction de business unit ou de filiale au niveau international. Oui. Juste pour revenir là-dessus, on peut citer deux exemples, histoire de montrer du concret. Dans la promotion de Nicolas, il y en a un qui travaille dans une grosse entreprise, qui a été promu sur un projet à l'international, qui d'ailleurs est parti à l'étranger, et qui gère aujourd'hui, et qui a été repéré, je dirais, par rapport à son entreprise, dans une filière cadre à fort potentiel d'évolution. Ça, c'est un premier exemple. Un deuxième exemple, une autre personne qui était, on va dire, numéro 2 de son entreprise, et qui a pris la succession de son numéro 1. Et le projet du MBA lui permettait justement de passer à cette succession. Et aujourd'hui, il est directeur général de son entreprise, là où il était DGA, en gros, avant. Pouvez-vous nous en dire plus sur les séminaires à l'étranger? Alors là, nous en parlions. Nous en parlions. Je vais d'abord, juste pour donner des exemples, redonner la parole à Nicolas qui explique, lui, les séminaires qu'il a vécu à l'étranger. Puis après, je donnerai... Donc en 2 minutes, on a eu l'occasion de découvrir des pays à très fort potentiel, la Chine et le Brésil. Donc on a été plongé dans un environnement à la fois éducatif en cursus supérieur, donc dans les grandes écoles, pendant une semaine avec des cours fonctionnels sur différentes matières. Et, très important, deuxième axe, visiter des entreprises établies dans ces pays-là, donc aller discuter avec des ingénieurs et des cadres. Et le troisième volet, le volet culturel, avoir une immersion dans ces pays-là pendant une semaine. Tout ça au sein d'un groupe, ce qui a aussi favorisé la consolidation du groupe lors de ces échanges. Est-ce que ça a vraiment une utilité? Parce qu'a priori, de l'extérieur, comme ça, on se dit c'est sympa, parce que ça a une vraie utilité. On va voir des choses un peu nouvelles. Au-delà de l'aspect qu'on pourrait dire ludique et autres, c'est une vraie utilité d'immersion dans le monde global, tout simplement. L'intérêt, entre guillemets, je dis vraiment touristique avec des gros guillemets, c'est-à-dire de vraiment voir quelque chose de différent, de s'ouvrir les yeux sur quelque chose qu'on ne connaissait pas avant, une manière de faire différente. Disons pour un cadre qui n'a pas forcément beaucoup voyagé à l'international avant, c'est énorme.
C'est dans ce que vous vous projetez dans une mission ou une carrière internationale. Même si c'est l'espace de 2 fois 8 jours, ça change tout, honnêtement. Oui, ça donne des clés d'entrée dans les pays concernés, donc le Brésil ou la Chine. Et donc on essaie justement d'organiser le programme de cours pour avoir une approche multifacette de ces pays, sur les aspects business, sur les aspects entreprise, mais aussi sur des dimensions culturelles, sur des dimensions historiques, par exemple sur la Chine, etc. etc. Donc ça c'est un vrai apport. Deuxième apport, c'est quand même la cohésion du groupe. Ce sont des moments très très forts de cohésion du groupe. Alors peut-être là on a parlé du passé. Pour le futur. Oui, parce que c'est toujours en Chine et au Brésil ou ça, non, ça a évolué. Il y a eu le Canada, il y a eu la Chine, par exemple. Là, on est à Pékin, mais on a été sur Shanghai. Il y a plein d'autres dispositions. On adapte là aussi et on évolue dans le temps. Pour le futur, en fait, ce qui va se passer, on va conserver un séminaire qui sera commun au tronc commun, c'est-à-dire aux 2 promotions parisiennes et nantaises. Donc ils partiront tous ensemble au même endroit. On verra où. Alors ça peut être la Chine, le Brésil, mais ça peut être ailleurs, bien évidemment. A priori, un endroit où ça bouge. Un endroit où ça bouge, un endroit où on doit découvrir, un endroit où ça bouge, un endroit qui n'est pas nécessairement toujours connu par l'ensemble des participants. Alors il y a toujours des gens qui connaissent un peu la Chine, toujours des gens qui connaissent le Brésil, mais c'est pas globalement la coloration majoritaire de chacune des promotions. Ça c'est une première chose. L'idée c'est quand même d'aller vers la découverte. Et puis le deuxième séminaire, lui, sera en lien avec la spécialisation. Exemple, sur la spécialisation Silver Economy, on est en contact avec le Canada, où il y a des vraies réflexions qui ont été menées sur ce thème-là. On est en contact avec les États-Unis, notamment la Géorgie, où il y a des vraies questions sur le vieillissement de la population, avec des réflexions auprès des universités qui sont très en pointe sur ce sujet-là. Il peut y avoir le Japon aussi, qui est une piste où on sait que le Japon vieillit énormément, comme beaucoup de pays, et a une approche particulière, très orientée vers la technologie. Voilà. Ce sont des exemples, et on essaiera de cibler, tout n'est pas défini encore, mais on ciblera des zones sur lesquelles il y a des choses intéressantes. J'ai l'impression que vous mettez beaucoup en avant le management responsable à Audencia, mais en fait, ça veut dire tout et rien. Que veut dire en termes de contenu de cours? Donc, oui, à Audencia, on insiste sur cette dimension management responsable. D'ailleurs, vous l'évoquiez tout à l'heure, hein, quand vous parliez justement de ce côté social, sociologique. Donc, ce qu'on essaie de faire à Audencia, dans l'ensemble de nos programmes, c'est d'ouvrir l'esprit des managers ou des futurs managers à la réalité sociale dans laquelle ils sont. Donc l'idée, c'est pas simplement de manipuler une boîte à outils marketing ou une boîte à outils financière, c'est de comprendre aussi la société dans laquelle ça s'implique et les impacts. Ça veut dire que c'est quoi? C'est une sorte d'esprit qui flotte au-dessus d'Audencia? Il y a différents niveaux. Il y a cet état d'esprit général sur lequel on insiste. Il y a des cas d'études particuliers sur lesquels on travaille. Et il y a des cours qui sont plus directement dédiés aux responsabilités c'est quoi, responsabilité sociale des entreprises, donc sur les approches, les différentes approches, les différentes réalités sur ce thème-là. Peut-être là aussi, je peux laisser la parole à Nicolas, qui a vécu ces cours-là particulièrement. Alors, pour moi, c'était complètement nouveau, je ne vous le cache pas. Je venais d'un milieu high-tech qui se souciait pas du tout de toute la RSE. Et donc ça m'a permis aussi de m'ouvrir à ces matières qui sont importantes pour avoir un management responsable, je pense. Et ça veut dire quoi, management responsable, respectueux en fait de l'humain. Ah oui, ça veut dire quoi en fait concrètement dans le cours, on va apprendre quoi? L'écologie, respectueux de la société, voilà tout ça. Mais concrètement, en fait, dans les cours, qu'est-ce que ça donne? Parce que je veux dire, j'imagine pas que vous avez des cours en Executive MBA où on vous dit soyez gentil avec les gens, ou soyez gentil avec l'environnement, respectez la nature. Ben si, justement. Tu peux donner quelques exemples? Non, mais il y a des cours, par exemple, sur des éléments juridiques, enfin avec le droit, puisqu'il y a une réalité juridique donc, qui va s'intégrer. Il y a des exemples, surtout beaucoup, mais c'est le cadre de tous les MBA, beaucoup d'observations de réalité et de comprendre aujourd'hui comment les entreprises évoluent dans ce sens-là, à travers des exemples qui sont pratiqués sur ces questions-là. Donc comme c'est pas moi qui anime le cours, j'ai pas tous les exemples en tête bien évidemment, mais il y a du travail. Là, c'est quelque chose que vous avez vraiment senti pour le coup. C'est quelque chose qui était complètement nouveau, je suis honnête avec vous. Est-ce que vous avez été utile? Ça m'a été utile pour avoir une vision peut-être plus respectueuse, encore une fois, de l'humain, de la planète, de la société dans laquelle on vit. Dans vous, votre manière maintenant de manager, par exemple, pour avoir un management plus participatif. Et peut-être faire attention à toutes les notions de... C'est des choses que vous appliquez, vous, au quotidien maintenant, des choses que vous avez changées. De stress au travail, bien prendre en considération l'humain, tout simplement, c'est un exemple. Mais c'est quelque chose que j'applique aujourd'hui. J'insiste pour le coup, est-ce que c'est un petit crochet par un côté responsable en se disant, chouette, c'est intéressant, il y a une autre manière de faire que je ne connaissais pas, ou est-ce que c'est vraiment des outils pour le coup que vous ne connaissiez absolument pas et que vous pouvez mettre en pratique maintenant? C'est des outils que je ne connaissais pas, parce qu'on m'en avait jamais parlé avant, et que j'utilise effectivement au quotidien. Programme bilingue, mais dans quelle mesure? Alors,
Programme bilingue, c'est d'abord un programme francophone. Francophone. Donc le cœur est francophone. Il y a certains cours en anglais. Donc les cours à l'étranger sont en anglais, Naturellement. de manière générale. Et dans le cadre du programme, il y a quelques cours en anglais. On va dire, pour donner une proportion, c'est 4 cinquièmes qui sont en français, un cinquième qui est en anglais. En fonction, ça Ok, peut évoluer sensiblement. Oui, donc mais- 20% en anglais, c'est pas excessif. Non, c'est pas excessif et tout le monde y arrive. Nicolas, vous pas de difficulté Bah, moi, je parlais couramment anglais avant, mais Ok. le conseil que je pourrais donner à ceux qui vont suivre ce programme, c'est profitons de cette période pour faire des cours intensifs. Pour ceux qui ont besoin un peu d'évoluer, on s'achète une méthode audio et puis on bosse. Ok, quoi. il y a des cours d'anglais à disposition pour les participants. Il y a des tutoriaux qui peuvent être faits en la matière. Oui. On peut Ok, d'accord, dire que- ok, personne n'est perdu en tout cas. Il y a pas Non, de... personne n'est perdu. On avait, là aussi je peux donner un exemple, on avait un participant sur le programme de cette année qui était très inquiet par rapport à son niveau d'anglais, c'était vraiment sa grande inquiétude. Quand on est parti pour le premier séminaire au Brésil, je le sentais presque tétanisé au début, puis à la fin de la semaine il m'a dit, bah en fait c'est pas si compliqué que ça. J'ai réussi à suivre, bon évidemment j'en ai perdu une petite partie, mais j'ai réussi à suivre, puis la petite partie que j'ai perdue, bah, j'ai posé la question à mes camarades qui comprenaient mieux, donc ils m'ont expliqué les éventuels éléments, et puis à la fin il a commencé à parler lui-même, à poser des questions, donc voilà, on a ce genre de choses qui fonctionnent bien. On passe à la question experte. Question experte que voici. Vous dites avoir 2 axes majeurs dans le programme, leadership et innovation stratégique. Leadership d'accord, mais innovation stratégique, c'est pas un peu fourre-tout? Alors, c'est pour vous embêter un petit peu, parce que cette idée de innovation stratégique, maintenant il y a des mots comme ça, innovation, et puis stratégie, etc. Mais honnêtement, qu'est-ce que ça veut dire très concrètement? Alors, soyons clairs, Oui. le terme qu'on donne, c'est pas innovation stratégique, c'est innovation, de manière générale. Donc c'est Bien. innovation, on va dire même innovation technologique, mais ça peut être aussi innovation service. Mhm. Donc l'idée de ce qu'on veut faire, notamment dans la spécialisation innovation et business développement, c'est de travailler à la fois sur les méthodologies d'innovation, d'accompagnement de l'innovation. Donc qu'on parle de créativité, ça c'est plutôt sous un angle individuel, ou qu'on parle d'innovation, c'est plutôt sous un angle organisationnel. Donc essayer d'avoir différentes approches, différentes méthodes pour pouvoir adapter son propre processus. Je peux vous me donner un exemple justement? Bah, il y a tout ce qu'on appelle par exemple le design thinking, où il y a un certain nombre d'outils aujourd'hui qui sont conduits par rapport à ça, avec un processus qui passe par différents temps. Pour les résumer de manière très très synthétique, c'est d'abord le temps du brainstorming, on va dire, où on agite les idées, ensuite le temps du maquettage, c'est-à-dire on commence à donner une forme à certaines idées, ensuite on confronte ces idées à la réalité pour pouvoir ensuite faire des choix. Voilà, c'est un certain nombre Alors, de... donc ça, c'est pas seulement dans la spécialisation innovation, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde, mais évidemment, ce sera renforcé sur la Naturellement. spécialisation innovation. Nicolas, vous les avez vécus comment Bah, écoutez, moi, encore une fois, l'innovation, j'en faisais sans le savoir. Ça m'a donné des outils au quotidien pour avoir une vraie démarche innovation. C'est intéressant en fait ce que vous dites sans le savoir. Voilà. En fait, j'imagine qu'il y a d'autres choses aussi que vous saviez déjà. Comme plein de mais choses, certaines d'ailleurs, tout En à fait, fait. je veux dire, un IMBA, c'est simplement pour mettre un cadre théorique sur des pratiques qu'on avait déjà, Oui. ou est-ce que c'est vraiment pour apprendre quelque chose de nouveau Alors, qu'on maîtrise les deux, je dirais. vous allez me dire les voilà, deux, voilà, c'est ça. Effectivement, on retourne entre guillemets à l'école, hein, puisqu'on retourne dans des théories et on reprend les bibles hein, dans chaque domaine. Hein. Maintenant, on a aussi une vraie approche pragmatique et concrète, où on va avoir des retours d'expérience avec des professionnels, notamment les intervenants, qui vont vous apporter des cas concrets. Donc c'est un cycle continu, théorie, mise en pratique, et ce cycle continu, vous l'appliquez après dans votre métier de tous les jours. En fait. Et donc là, pour le coup, l'innovation, vous y avez C'est- touché. Je suis en plein dedans, j'en fais tous les jours, et ça m'a vraiment apporté une bonne vision et une méthodologie robuste, on va dire. Voilà. Un mot sur le leadership. C'est vrai que le leadership est un mot qu'on retrouve assez souvent dans les MBA, et moi j'aimerais bien savoir qu'est-ce que c'est. Parce que leadership, bon, c'est quoi? C'est un cadre théorique, c'est des exercices de théâtre? Non, c'est un comportement, on va dire. Oui. Le leadership, c'est déjà savoir se positionner par rapport à un groupe. C'est une première chose. Donc on va dire que le leadership, à la fois, il y a des cours qui sont plus orientés sur sa compréhension de son mode de fonctionnement personnel, c'est pour l'aspect, je dirais, académique, mais il y a surtout le travail au quotidien, parce qu'il y a beaucoup de travaux qui sont faits en groupe. Donc déjà, ce travail-là, être capable de se positionner par rapport au groupe, fait partie de la mise en pratique qu'évoquait, Mais très concrètement, en fait, c'est quoi? C'est des mises en situation où on est à 5 dans le groupe et on essaye de se faire comprendre ou Pour les cours sur le leadership, il y a différentes dimensions. Il y a déjà un certain nombre de grilles de lecture
sur la compréhension de son propre modèle de fonctionnement par rapport aux autres. Donc, il y a un D'accord. certain nombre, on peut citer le MBTI par exemple, mais il y en a plein d'autres. Donc on essaie justement de jouer sur ces différentes grilles de lecture et d'essayer de donner un cadre de référence. Alors c'est pas une boîte à outils, c'est plus un cadre de référence. Ça c'est une première chose. Deuxième chose, c'est ensuite en effet des mises en situation. Donc il y a des éléments du type un peu théâtralisation, où il y a un certain nombre de cours autour de cette thématique-là. Donc, Ok. on donner là aussi des exemples, hein, on peut pas... Nicolas, un dévoiler tous exemple. les cours. Un exemple, j'ai dû recruter virtuellement, bien sûr, ou licencier virtuellement des personnes au cours d'un scénario, donc avec un échange psychologique assez intense. Et donc, Est-ce qu'on en tire vraiment quelque chose? C'est-à-dire, parce que c'est vrai que c'est certainement très intéressant à faire, Ouais. et du coup, est-ce qu'on en a vraiment une utilité concrète? On sort de là, on se dit, ah zut, il y a tel problème qui s'est posé, j'avais eh bien, absolument pas vécu ça. avant, on ne croit pas, mais après, on se rend compte qu'au niveau de sa personnalité, on a évolué un petit peu. Et tous les jours, on évolue un petit peu. Et donc, c'est votre personnalité, votre être, en fait, qui évolue par ces mises en situation. Globalement, quelle proportion de Français et d'étrangers parmi les participants? Alors, Très rapidement, oui. là, si je donne des statistiques, mais les statistiques sont basées sur le passé par nature, c'est-à-dire sur ce qui se passe à Nantes. Globalement. On a 99% de Français. Ok. Puisque le bassin, nous, enfin, je veux dire, un executive MBA, c'est d'abord un exercice de proximité. Hein. Les participants qui viennent à cet executive MBA sont quand même des gens qui sont en proximité, parce que c'est sollicitant, notamment du fait de devoir sortir de son entreprise tous les 15 jours. Donc, du coup, on reste sur un territoire qui est quand même, on va dire, Grand Ouest, et globalement, on a plutôt donc des gens qui sont d'origine française. Où est-ce qu'on retrouve la dimension internationale? Alors, les séminaires internationaux, on en a parlé, mais pour le coup, alors c'est ce que vous disiez Nicolas en l'introduction, vous disiez justement que vous êtes orienté pour s'internationaliser, ça veut dire qu'on va bosser pour une boîte française à l'étranger? Je veux dire, est-ce qu'il y a vraiment cette dimension, ce côté, souvent on entend des arguments de type, oui, le fait de travailler avec des personnes qui sont étrangers, etc., permet une approche complètement différente du management, etc. Si la totalité des troupes sont français, comment est-ce qu'on se frotte à ce... Faut pas confondre, on va dire, deux types de programmes, les executive MBA et les full-time MBA. On est Les d'accord. full-time MBA sont très internationaux, et on a un full-time MBA aussi à Nantes, et on doit avoir une vingtaine de nationalités différentes. Donc alors là, on est au cœur de l'international. D'ailleurs, tous les cours sont en anglais, comme son nom indique, etc. Les executive MBA, c'est vrai pour nous, mais c'est vrai de manière générale, sont beaucoup plus locaux dans leur bassin d'attraction. Donc la partie internationale est moindre que dans les full-time MBA, sauf peut-être dans quelques grandes institutions comme l'INSEAD ou Harvard ou des choses comme ça. Mais pour la majorité des executive MBA, la dimension internationale est moins ce qui est frontal dans le dispositif. Néanmoins, là où l'international se positionne, ça peut être avec quelques contacts avec des étudiants étrangers. On a par exemple cette année, on a une chinoise qui vient faire ses études en France et qui a travaillé en France et qui fait, mais qui est vraiment de nationalité, de culture chinoise. Bon. C'est un cas, on va dire, rare dans le dispositif. On a, comme on l'a dit, les séminaires à l'international, donc 2 séminaires, 2 fois une semaine, avec un travail derrière sur ces séminaires. L'idée, c'est pas juste de partir en séminaire, il y a derrière un certain nombre de projets qui sont demandés par rapport à ça. Pardon. Et puis, dernière chose sur l'international, c'est qu'il y a un certain nombre de professeurs qui viennent, qui sont des professeurs qui ont une carrière à l'international, donc qui sont soit les cours en anglais, soit les cours en français, mais qui ont une carrière internationale, et qui peuvent donner des explorations, des cas d'exploration ou des exemples sur des réalités internationales qui peuvent être sensiblement différentes. Monsieur Moinard, vous avez, j'imagine, un certain recul sur l'évolution, voire l'accélération de la carrière des anciens participants. Que constatez-vous dans les grandes lignes ? Alors on a abordé le sujet en partie tout à l'heure. On parlait justement d'international. Quelle est la proportion d'anciens participants qui partent à l'étranger pour le coup? Alors, vous évoquiez l'internationalisation tout à l'heure, Nicolas. Tout à fait. De quoi on parle exactement? Alors, là, pour revenir, je fais le lien avec la question d'avant. Le MBA, c'est un label international. Donc vous allez n'importe où dans le monde, votre MBA sera reconnu. Connu et reconnu, en fait. L'internationalisation, je pense qu'il y a 10 à 15% des gens, même si c'est des locaux, qui là, concrètement, sont partis à l'international. Peut-être plus, je n'ai pas les statistiques. Est-ce que ça peut être un bon calcul d'ailleurs, de se dire, voilà, j'ai envie de bouger, j'ai envie de partir à l'étranger? Est-ce que de faire un MBA... Franchement, si le but est vraiment de partir à l'étranger et maximiser ses chances de partir à l'étranger, moi je conseillerais plutôt de faire un full-time MBA. Parce que lui est vraiment basé sur cette logique-là. Comme je disais, l'executive MBA, l'international fait partie, c'est pas le cœur
du sujet, et les gens qui viennent ne viennent pas majoritairement pour partir à l'international, ou en tout cas pour être dans une position d'expatrié. Ok, donc internationalisation et expatriation, c'est 10-15%, mais donc c'est pas la majorité du genre. Non, expatriation, je dirais, c'est 10-15%, non, entre 10 et 20%. Internationalisation, c'est-à-dire aussi travailler sur un projet international, en Depuis relation la avec France, des gens éventuellement. internationaux, Voilà. depuis la France, voire avec quelques voyages. Ce qui est votre cas, Nicolas. Tout à Ça fait, peut être le cas de ouais. Nicolas. Ça, c'est un peu plus fréquent, par contre. C'est plus de la moitié des On est en gros candidats, sur une grosse moitié des clairement. candidats, c'est ce que j'allais dire. Comme Alors là, pour le coup, statistique. ça, c'est un calcul à faire. C'est-à-dire de se dire si on a envie de prendre un projet de plus Tout à grande fait. ampleur qui, pour le coup, Complètement. va Oui, ça, avec clairement. des filiales à l'étranger, là, pour le coup, Voilà. c'est intéressant de faire un exec. Tout à fait. Et là, ça fonctionne. Là, ça fonctionne. Comme on l'évoquait tout à l'heure, la majorité des étudiants, des participants de l'executive MBA ont connu un développement de carrière dans toutes les dimensions, voire, pour un certain nombre, pendant le cours du MBA. Alors quand vous dites dans toutes les dimensions, Alors ça peut être, quand je dis toutes les dimensions, ça peut être à l'international, mais ça peut être en restant dans son entreprise, en prenant des fonctions plus importantes, des postes de direction, de responsable de business unit, etc., etc. Ou ça peut être des départs vers d'autres entreprises. On a un certain nombre qui partent vers d'autres entreprises. Comment fonctionne l'enchaînement des modules ? Alors ça, c'est une question qui est extrêmement importante parce que c'est au cœur de notre modèle pédagogique. En gros, le modèle pédagogique, il est sur 3 grands temps dans le dispositif. Un premier temps, c'est d'abord justement de comprendre les différents champs qu'on intègre d'habitude dans le management, c'est-à-dire de la finance, comptabilité, contrôle de gestion, marketing, RH, stratégie, etc. Et d'avoir un peu les donc différentes... un premier temps où on se remet entre guillemets à niveau, Exactement. où on reprend un peu les fondamentaux. Exactement. Voilà. On reprend les fondamentaux et on essaie de les intégrer de manière, on va dire, séquentielle et distincte les uns par rapport aux autres. Deuxième temps, ensuite, c'est un temps de réunion de tout ça. Et donc, travaille sur des projets qui mélangent de la finance, du marketing, de la stratégie, des questions RH, etc. Donc, on regroupe, essaie de qualifier, de développer son approche systémique. C'est-à-dire de Concrètement, ça veut pouvoir dire on fait mélanger. quoi Enfin, C'est-à-dire- dans la première partie, on imagine qu'il y a un certain nombre de cours, voilà, de finance, etc. Deuxième partie, on fait quoi Par quand vous exemple, dites projet j'ai donné un exemple que je connais bien puisque c'est le cours que j'anime. En première partie, ils vont avoir des cours sur la finance, ils vont avoir des cours sur la stratégie, ils vont avoir des cours sur le marketing, sur le RH. En deuxième partie, il va y avoir un cours sur le pilotage de la performance. Donc, pilotage de la performance, ça intègre à la fois des notions de finance, bien évidemment, ça intègre des notions de système d'information parce qu'il faut qualifier des éléments, Donc là, ça pour le coup, intègre on va des notions de mélanger toutes les données stratégie, théoriques. Ok. des notions aussi de RH sur des aspects cognitifs et de développement. Donc, on va mélanger l'ensemble des éléments. Mais c'est vrai, par exemple, en marketing, il y a une première partie sur les approches du marketing, puis il y a une deuxième partie, ce qu'on appelle le plan d'action marketing, qui en fait, la partie marketing n'est qu'une dimension des éléments, c'est de qualifier une problématique, d'identifier la stratégie de mise en œuvre, de qualifier le business model, donc le business plan, et ensuite de définir les outils de l'approche de manière plus concrète. Et la troisième partie, c'est la partie de la conduite de son projet personnel, c'est-à-dire de réinterpréter l'ensemble de ses savoirs par rapport à une réalité qui est identifiée par le participant lui-même, soit Donc, en au préalable, relation on a un avec- projet avec son entreprise. Exactement. Donc souvent c'est avec son entreprise, ça c'est pas nécessaire. Après, ça peut être sur des projets plus personnels, etc. Mais orientés évidemment managériaux. Mais donc il y a du travail et donc un travail important et conséquent qui mobilise, on va dire quasiment. Alors comme je l'ai dit, l'approche est continue tout au long des 18 mois, mais il est très très intensif sur les 4-5 derniers mois. Nicolas, vous, c'était un projet qui était en lien avec la spécialisation que vous avez faite? Qui était en lien avec la spécialisation et mon entreprise, concrètement, c'était l'ouverture de filiales internationales pour développer notre activité, notre marque. Donc ça veut dire en fait que le projet que vous aviez de développer la marque et de développer l'activité à l'étranger, Ouais. vous avez été, j'allais dire entre guillemets, en fait non, vous avez été accompagné par l'équipe de Dancia pour petit à petit le mener à bien. Complètement, c'est ça. J'ai lu sur votre site que votre approche pédagogique était particulièrement participative. En quoi l'êtes-vous plus qu'un autre programme? Alors, plus qu'un autre programme, je ne sais pas. En tout cas, nous, on essaie de l'être tous les jours un peu plus que la fois précédente. L'approche pédagogique était particulièrement participative, mais on a déjà commencé à répondre, c'est-à-dire en essayant d'avoir une modularité qui permet justement que si à un moment donné, pour des raisons X, Y, Z, on a loupé certains cours ou on a besoin de rattrapage sur certains cours, il y a des jeux possibles et une adaptation, je dirais, par rapport à ça. Et ça va se renforcer avec cette logique de 3 spécialisations où il y aura des possibilités de croisement et de parcours, je dirais, encore plus individualisés dans la démarche. J'ai une question un petit peu triviale, mais comment est l'ambiance globalement? Je veux dire, parce que j'imagine que ça doit faire vous parliez de tensions éventuelles aussi tout à l'heure, j'imagine que voilà, des gens qui ont déjà 40 ans, qui ont déjà leur manière de travailler, leur manière de faire, leur manière de manager, on les met à 20 dans un panier, ça doit donner des choses assez particulières, quoi. Bizarrement, on a l'impression de revenir 20 ans en arrière et de se retrouver
en école supérieure ou à la fac. Voilà. Bon, enfin, ça doit piquer un peu quand même, j'imagine qu'il doit y avoir... Non, je sais- on rajeunit de 20 ans, tout simplement. Enfin, On j'imagine trouve qu'à une 40 ambiance. ans, on prend plus la parole pour participer justement en cours. Alors justement, au début de la session, il y a des gens qui se positionnent un petit peu, peut-être inconsciemment au-dessus des autres. Et très rapidement, tout le monde redescend au niveau d'un groupe. Et il n'y a pas un chef et puis les autres, quoi. On recrée vraiment, encore une fois, une ambiance universitaire. Universitaire? L'ambiance est globalement très bonne. Ce que nous disent les participants, c'est de dire, une fois qu'on a fini le MBA, on a tous connu en temps de déprime parce qu'on ne trouvait plus les copains. Donc ça, c'est un point qui est systématique à toute promotion. Ils nous le disent tous, les premières semaines, les premiers mois après la sortie du MBA, on tourne un peu en rond en se disant, on ne revoit plus les copains. Donc du coup, ils s'organisent pour revoir les copains. Donc ils s'organisent, Nicolas me racontait qu'il y a 10 jours, ils se sont vus pour un barbecue tous ensemble. Et voilà, donc ça crée vraiment des Audencia, amitiés. créateur de liens. Ouais, C'est ça ça. crée des amitiés. Ça crée des Non, mais on amitiés, plaisante, mais hein, sérieusement, en fait, durable. mais d'un point de vue Donc, strictement... Oui. Ce qui veut dire que globalement, la régulation, je dirais, quotidienne, la régulation par les personnes elles-mêmes, se fait bien. Même si en effet, il y a des gens, au début, a priori, on s'entend bien, on s'entend pas bien. Il n'y a jamais eu de tension qui durait pendant 18 mois. En cours, en fait, j'ai du mal à croire qu'on a 20 managers qui ont quand même des postes, soient là sagement à écouter le professeur parler, qu'on est vraiment dans une ambiance universitaire. Je vous confirme, ils ne sont pas là sagement à écouter. Voilà. Et donc, alors là, par rapport au professeur, là, on parlait de l'effet à l'intérieur du groupe. L'effet à l'intérieur Par du rapport groupe. au professeur, c'est quelque chose, et là, je suis bien placé pour le savoir, qui est assez sollicitant, parce qu'on est très challengé par les participants eux-mêmes, qui veulent à la fois prendre du recul par rapport à leur activité, mais aussi que les savoirs qu'on transmet, voir comment ils s'appliquent dans leur réalité. Donc, du coup, il y a un jeu d'échange qui est très très fort et qui est continue, je dirais, pendant l'ensemble du déroulement des cours. Enfin, moi, je connais sur mon cours, c'est un échange sur la thématique du pilotage de la performance. Croyez-moi que je suis assez challengé. Donc, J'imagine que le fait de travailler aussi avec, de travailler quand on est, il doit y avoir des travaux de groupe. Quand on travaille avec quelqu'un qui a une manière de travailler complètement différente de la vôtre et qu'il faut se retrouver à 3 ou à 4 pour le faire. Quand on est jeune étudiant à 20 ans, ça se fait à peu près, et même comme ça, il faut voir les Tout à tensions fait. qu'il peut y avoir. Quand on en a 40, c'est peut-être pas la Alors, même chose. c'est une Donc, là, pour le grosse coup, richesse aussi d'Audencia, au-delà du contenu évidemment des cours, c'est le fait de travailler en groupe et d'apprendre vraiment à échanger, à composer s'il faut composer, à s'imposer quand il faut s'imposer, et à faire en sorte que le groupe fonctionne, quoi, en fait. Et donc la richesse des échanges est également un levier énorme de cette formation-là. Moi, je l'ai ressenti comme ça. Et on est attentif à ce que dès le début, justement, dès les premiers cours, les premiers contacts, les participants soient intégrés justement dans cette logique de travailler en groupe. Donc, dans la promotion de Nicolas, par exemple, il démarrait tout de suite par un jeu d'entreprise, où là, ils étaient évidemment complètement... ils cassaient complètement leur masque habituel de directeur du marketing ou directeur financier, etc. Parce qu'ils avaient à prendre des décisions sur des problématiques qu'ils ne maîtrisaient pas a priori, qu'aucun ne maîtrisait complètement. Donc il y en avait qui étaient plus forts en commercial marketing, d'autres en finance, etc. Mais ça cassait, et du coup ça c'est un dégeleur. On a cette année, pour la promotion qui est rentrée cette année, on a encore plus adapté cette démarche-là, et on a un premier séminaire justement de team building, enfin d'intégration très fort, avec un certain nombre de jeux assez ludiques, qui a extrêmement bien fonctionné. Et là, la promotion qui vient de rentrer, alors là, il n'y a pas eu du tout la recherche du positionnement des uns par rapport aux autres qu'on voit dans toutes les promotions qui s'est faite au début. Ça a glissé encore plus vite que d'habitude. Pouvez-vous en dire plus sur votre orientation Silver Economy? Alors oui, ça c'est quelque chose moi, qui me tient à cœur parce que j'ai porté beaucoup ce projet-là. Donc, comme c'est je pas l'ai une évoqué, orientation, il s'agit d'une spécialisation. c'est une spécialisation, tout à Ok. fait. Donc il y a une spécialisation où il y aura à peu près 6 mois de cours, en gros, un peu plus de 6 mois de cours sur cette question de la Silver Economy. Donc les cours, ils seront sur différentes thématiques. J'ai évoqué rapidement tout à l'heure de mémoire, donc des thématiques sur la compréhension du phénomène vieillissement. Qu'est-ce que ça veut dire médicalement? Qu'est-ce que ça veut dire sociologiquement? Qu'est-ce que ça veut dire économiquement, etc. Avec des réalités En fait, différentes. médicalement, tout simplement, ça veut dire quoi? Ça veut dire on va essayer de comprendre ce que ça fait que de vieillir Ouais. pour le vivre de l'intérieur, pour mieux s'adapter par exemple au discours Pour qu'on va essayer de tenir. mieux observer, mieux comprendre la réalité. Donc on parle des questions de désorientation, des questions d'Alzheimer, etc. Comprendre exactement ce que ça veut dire. Donc l'idée c'est vraiment que les personnes qui viennent dans ce programme-là aient une vision la plus complète possible de ce que veut dire le vieillissement. Et pas uniquement, dans un premier temps, pas uniquement orienté business et économie, mais de manière plus globale. Ensuite, il y aura un travail sur les questions de marketing, je l'évoquais tout à l'heure,
Donc il y a des enjeux très très forts en matière de marketing, comment on s'adresse à cette population, comment on peut communiquer avec elle de manière plus forte, quels canaux de distribution, enfin j'en passe et des meilleurs, etc. Il y aura un travail sur l'aspect innovation. Là aussi, je l'ai évoqué, notamment comment on met en interface des questions d'innovation produit avec innovation service, quels sont les enjeux de l'innovation qui sont extrêmement forts, comment on développe des nouveaux produits par l'observation des réalités des personnes âgées. Il y aura aussi un temps très complet sur la relation entre les stratégies d'entreprise et les politiques publiques, parce que pour comprendre le phénomène vieillissement, il faut comprendre aussi comment c'est traité au niveau des politiques publiques, etc., etc. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose sur lequel on est en train de alors là, pour le coup, travailler. il y a combien de personnes qui se retrouveront dans cette spécialisation? Parce que, a priori, si vous avez des promos de 20 qui sont divisés en 3, et on imagine qu'il y en a quand même pas mal qui vont aller, du côté... Quand j'ai dit des promotions de 20, dans l'idéal, encore une fois, mais pour l'instant on est en train justement de recruter, dans l'idéal ce serait 20 par spécialisation. 20 par d'accord, ok. Ce serait 20 par spécialisation, pour avoir des groupes qui soient quand même assez cohérents. Je ne vous dis pas que dès la première année, on aura 20 personnes sur la silver economy, 20 personnes sur l'innovation et 20 personnes sur le leadership. Bon, Christian, on vous reposera la question l'année prochaine, vous nous direz si vous avez rempli. Aidez-vous pour monter le dossier financier FONGECIF. Quels conseils apporteriez-vous pour pouvoir trouver les fonds nécessaires pour faire l'executive MBA? Oui, on aide là-dessus. La personne qui s'occupe plus directement de ça, qui s'appelle Hélène Kouzoubachian, qui est celle qui est citée sur notre site plus directement, connaît très bien cet environnement-là et assiste pour monter le dossier FONGECIF, aussi pour les relations avec les OPCA si nécessaire. Alors, quels conseils apportez-vous pour pouvoir trouver les fonds nécessaires pour faire l'executive MBA? Je dirais, c'est de panacher les financements. C'est-à-dire, en général, ce qu'on retrouve, c'est des gens qui sont financés en partie par eux-mêmes, en partie par l'entreprise et en partie par les fonds GECIF, OPCA, en fait, de manière générale. Nicolas, ça s'est passé comment pour vous, globalement? Très bien. J'ai appelé le PCA de mon entreprise, le FAFIAC en l'occurrence. J'ai passé 20 minutes avec le conseiller. Je lui ai fait part de mon projet professionnel. Donc j'avais une approche construite et sérieuse, quoi. Et donc je vous dis, ça m'a pris 20 minutes et ça m'a financé les 2 tiers de ma formation. Okay. Et le 3e tiers, je finançais moi-même. Ok, bien. Est-ce qu'il y a des écueils auxquels il faut faire attention? Est-ce qu'il y a des choses à faire ou à pas faire? Écoutez, la première démarche, c'est quoi? C'est commencer par en parler à la hiérarchie? Bien sûr, il faut partager avec sa direction, parce que ce sera un petit peu impactant sur son job au quotidien. Et après, montrer encore une fois une réelle motivation par rapport à l'OPCA, qui va peut-être plus financer des projets motivés que non motivés, évidemment. Je reviens juste par rapport à ce que vous dites, ce qu'il faut en parler à son entreprise, à sa hiérarchie, c'est fondamental. Ça ne peut pas marcher si on le fait contre son entreprise. De toute façon, alors ça on est d'accord, la question c'est simplement, est-ce qu'on en parle d'abord à la hiérarchie pour ensuite aller trouver, ou est-ce qu'on les met entre guillemets, pas devant le fait accompli, mais en disant voilà, j'ai déjà trouvé des financements, etc. Est-ce que, voilà. Après, à voir en fonction de chacun des cas, mais j'ai tendance à penser que plus tôt dans le processus on met au courant son entreprise, mieux c'est. J'aimerais pouvoir intégrer la direction de l'innovation de mon entreprise. Est-ce que le MBA est pensé pour? Oui. Et notamment dire que la spécialisation innovation business développement est vraiment dédiée à ce genre de profil. Est-ce qu'on peut parler un peu de l'innovation? Parce que l'innovation, encore une fois, c'est un peu pareil que ce qu'on disait tout à l'heure. Et de quoi on parle quand on dit innovation? C'est une innovation technologique, c'est une innovation en termes de design thinking, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, où on essaye de penser de nouveaux usages. De quoi on parle? Alors une innovation, c'est quoi? C'est à la fois, c'est pas qu'une innovation technologique, c'est même une des grandes questions qui se posent de plus en plus aujourd'hui, c'est d'arriver à mélanger, on va dire, innovation technologique et innovation de service. Oui, parce qu'on n'est pas seulement dans le high-tech pour le coup. Donc l'innovation, elle peut être globale. L'idée, c'est justement de donner des éléments de référence, des points de recul, de compréhension, pour essayer de comprendre un mécanisme et un phénomène et un processus d'innovation en cours. C'est-à-dire chaque entreprise est innovante. Chaque entreprise construit des nouvelles solutions, s'adapte à des problématiques, etc. Mais on ne les traite pas de la même manière en fonction de sa réalité opérationnelle, organisationnelle, etc. Donc l'idée de ce MBA, c'est de pouvoir donner les éléments de recul pour pouvoir comprendre comment ça fonctionne, pour pouvoir voir comment ça peut mieux fonctionner. C'est gestion de l'innovation au sens large, en fait. C'est d'abord gestion de l'innovation au sens large, mais c'est ensuite pour pouvoir traduire cette réflexion globale en réalité opérationnelle et la traduire en accès au marché, bien évidemment. C'est-à-dire comment on arrive à le financer, comment on arrive à le renforcer, à le vendre au sein de son entreprise, à le vendre par rapport au marché, etc. etc. Vous nous donnez un exemple de projet professionnel qui a été fait justement dans...
Alors, sur le passé, oui, Sur il y le en a passé, eu, qui a été fait justement dans la branche innovation. Alors, dans la branche la spécialisation innovation, la spécialisation innovation démarre à partir de l'année prochaine. Donc, elle n'est pas encore existante. Ok. Mais sur le passé, il y a eu un certain nombre de thèmes. Là, par exemple, aujourd'hui, il y a un participant qui est en train de travailler sur la question des... alors, j'ai plus le terme...